vu hier nuit au Gabon. Oui, un coup d'État, comme vous l'avez bien précisé. Mais avant tout, j'aimerais d'abord saluer mes camarades gabonais, Stevie Warren, qui m'a beaucoup aidé par rapport à ces derniers jours, par rapport à l'actualité gabonaise. Et c'est le moment de féliciter aussi et d'encourager la jeunesse gabonaise qui s'est beaucoup engagée ces derniers temps, surtout durant ces élections-là. On a vu une mobilisation, une détermination inouïe qui montre que cette jeunesse gabonaise-là a envie de changement et a faim de s'imposer et d'aller de l'avant. Mais ce qui se passe au Gabon était prévisible. Mais quand on parle de coup d'État, d'emblée, il faut faire la différence avec le Mali, le Burkina et le Niger. C'est diamétralement opposé. Là, on parle réellement de coup d'État, alors que les autres, on parle de prise de pouvoir. Les militaires avaient pris leurs responsabilités et ont assumé les aspirations du peuple. Alors, au Gabon, pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut remonter dans l'histoire. Et quand on regarde l'histoire politique gabonaise, on sent qu'il n'y a jamais eu d'alternance démocratique. Il n'y a jamais eu de changement de pouvoir politique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1957, alors qu'il y avait les élections pour installer le premier gouvernement gabonais, il y a Jean Obama qui a gagné les élections à travers les urnes. Mais c'est à la fin Léon Mba qui a gouverné à travers l'Assemblée nationale en débauchant des députés. Ce même Léon Mba, voulant la départementalisation du Gabon au détriment de l'indépendance, qui a été refusée par De Gaulle, il a déclaré l'indépendance en 1960. Sauf qu'en 1964, il a subi un coup d'État et que la France est venue réinstaller Léon Mba sous prétexte d'une coopération militaire entre les deux pays, comme ce qu'ils veulent faire actuellement au Niger. C'est-à-dire ils ont forcé la volonté du peuple de remplacer un pouvoir. Et ils ont remis en place Léon Mba, qui, 2 ans après, était gravement malade, qui a légué les pouvoirs à Bongo Père, Omar Bongo. Et depuis lors, on vit une dynastie des Bongo au Gabon. Mais ce qui se passe actuellement est que moi, je préfère être prudent par rapport à la situation. Pourquoi? Parce que quand on voit le profil du militaire qui est à la tête de cette action-là, le général Brice Oligui. Oui, il y a matière à douter. Le pourquoi? Ce monsieur est un pur produit de Ali Bongo. Ce monsieur-là, dans l'échiquier politique, n'existait pas avant 2009. C'est après la venue du pouvoir de Ali Bongo qu'il a nommé attaché militaire au niveau de l'ambassade du Gabon au Maroc, ensuite du Sénégal. Et c'est par la suite qu'il est revenu pour être chef des services de renseignement de la garde présidentielle. Et c'est ce même monsieur-là, en 2019, lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État, qui a défendu farouchement le régime Bongo. Et il faut noter aussi que ce monsieur-là est un cousin de Bongo. Maintenant, si on en revient au contexte, on est dans un contexte où les Bongo n'ont jamais gagné des élections de manière légale. Les Bongo n'ont jamais remporté d'élections de manière démocratique. Pendant tout le temps de règne. Tout le temps de règne. Malgré toutes les élections qui ont pu se succéder au Gabon. On connaît la machine France-Afrique, comment elle fonctionne. C'est toujours la France-Afrique qui agit. Non, mais l'Afrique centrale est la base arrière de la France-Afrique. Qui connaît les enjeux réels comprend que ce qui se passe n'est pas fortuit. Quand Bongo il perd les élections, Ali Bongo a perdu les élections, il faut qu'on soit clair, il a perdu les élections en faveur de A2O, Andossa. Il a perdu les élections. Ce qu'il fait, il coupe l'Internet, il isole le Gabon, il coupe tout. Pour faire quoi? Pour préparer un hold-up électoral. Ce qui nous ramène à avoir des doutes. Pourquoi? Parce que si Bongo a fait un hold-up, au moment de proclamer les résultats, les soi-disant résultats tronqués d'air, comme le qualifie la junte, au moins autant pour moi, Bongo aurait pris les dispositifs nécessaires
pour protéger ces résultats, en sécurisant la télé, l'aéroport, le palais, etc. Mais rien de cela n'a été fait. Et ce qui est de plus surprenant, c'est que 30 minutes après la proclamation des résultats, il y a une classe... Même pas une heure de temps après. On dirait qu'ils attendaient que l'on proclame les résultats. 30 minutes après, ils viennent, ils disent qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont arrêté le régime actuel. Mais il n'y avait pas de régime. Bongo a perdu les élections. S'il y a un coup d'État, c'est contre Endossa. C'est Albert qui a gagné les élections. Quand les militaires récupèrent le pouvoir, c'est contre le régime Endossa, qui n'était même pas en place. Ce qui nous pousse à dire que depuis un certain temps, on constate que les Africains adulent les coups d'État. Ce n'est pas les coups d'État que l'on encourage, ce sont les prises de pouvoir responsables des militaires que l'on encourage. On a vu au Mali, les militaires assumer leurs responsabilités et être à côté du peuple pour répondre aux besoins du peuple. Et on a vu les résultats. Assimi Goïta est en train de faire un travail magnifique. D'abord, les questions de la souveraineté sont prises en compte. Non seulement de manière territoriale, mais de manière sécuritaire. Au Burkina, on a vu presque le même coup au Gabon avec Damiba, qui fait un coup d'État pour après être le sous-sous des Français. Mais sauf qu'il y avait IB qui a refait coup d'État et a changé de direction. Mais là, au Gabon, il faut qu'on comprenne qu'il n'est pas l'heure de se réjouir de ce qui se passe. Ce qui se passe est qu'il faut qu'on soit vigilant. Il faut que la jeunesse africaine comprenne que ce n'est pas tout coup d'État qu'il faut applaudir. Il faut observer et voir les actes du nouveau chef. Oui, on va revenir sur même dans les deux cas, on voit les peuples jubiler, on voit les peuples magnifier. Quelle analyse on peut faire aussi de cette situation-là? On a en face de nous une génération qui est décisive. Cette génération-là aspire à plus de liberté, aspire à plus de démocratie, même si je ne suis pas d'accord avec la démocratie. Mais on a vu que cette jeunesse-là est très consciente. Contrairement à ce que vous avez dit, que les populations n'arrivent pas à faire la différence. On a une jeunesse qui est très informée, Et elles comprennent les gens. Donc quand je parle de faire la différence, c'est entre coup d'État et prise de pouvoir. Effectivement, c'est le pourquoi les jeunes adulent les militaires. C'est parce qu'ils ont vu des civils qui ont duré pendant longtemps à la tête de leur pays et qui n'ont absolument rien fait. Et quand on parle des militaires, les militaires sont censés défendre la patrie. Mais la patrie, quand elle est menacée par des civils qui ont montré leur incapacité, qui ont mal géré depuis tout le temps, est-ce que ce n'est pas la responsabilité des militaires d'assumer cette refondation-là, cette transition-là? Moi, je pense que lorsqu'on voit comment les militaires, depuis 3 ans, gèrent leur pays, il y a de quoi à s'interroger par rapport aux civils. Parce que les civils ont montré leurs limites. Moi, je ne suis pas d'accord avec les civils doivent gérer le pays et les militaires défendre le pays. Rester au caserne, défendre l'intégrité physique et matérielle du territoire et des concitoyens. Défendre le pays équivaut à se débarrasser de ce qui pille le pays, c'est-à-dire les civils, les politiciens. Donne-moi un pays où les civils ont montré qu'ils sont capables de gérer dans l'espace francophone. Mais il y en a un coup. On fait partie des pays les plus pauvres. Il y a la malgouvernance, la corruption. Et face à ça, que doivent faire les militaires? Quand Assimi nous dit, en face des djihadistes, ils avaient des problèmes à combattre parce que l'État d'alors ne parvenait pas à financer pour acheter des armes. Face à de telles situations, le militaire qui est sur le terrain, qui fait toujours face à la mort, est-ce qu'il doit regarder comme ça et dire que ce sont les civils qui doivent gérer? Non, pas du tout. C'est une question de responsabilité. Ah oui. Lorsque Assimi a pris le pouvoir, mais il a assumé ses responsabilités, il a affirmé la souveraineté malienne. Et on a vu les résultats. Ils ont subi un embargo de 6 mois. Ils n'ont pas fléchi. Le peuple était autour d'Assimi. Et c'est le même cas au Burkina.
La Guinée, c'est un peu différent. Le Niger aussi, c'est un peu différent. Parce que le coup d'État... Les motivations ne sont pas les mêmes. Non, la prise de pouvoir au Niger ressemblait beaucoup plus à la prise de pouvoir au Gabon. Parce qu'au départ, le général Tchani est le chef de la garde présidentielle. À un moment, Bazoum a voulu installer ses hommes et il a voulu le dégommer. Le gars s'est senti visé, il a fait un coup d'État. Mais après, qu'est-ce qui en est suivi? Le peuple a influencé la prise de pouvoir. Il a fait changer de direction Tchani en lui imposant les motivations de départ, les motivations d'aujourd'hui de cette communauté de transition ne sont pas les mêmes. Ne sont plus les mêmes. On voit de plus en plus le Niger plus proche du Mali et du Burkina. Oui. Quand IB nous dit qu'ils avaient des problèmes à lutter contre les djihadistes parce que le Niger ne coopérait pas. Mais il n'y a même pas une semaine, on a vu des attaques de la part de l'armée burkinabé à la frontière entre le Niger qui ont attaqué des djihadistes avec des dégâts énormes. Mais tout ça sont des résultats. Revenons en Afrique centrale. Voilà une zone qui, depuis les indépendances, est contrôlée par la France. Et la France refuse de sortir sa main dans les politiques intérieures de l'Afrique centrale. Quand on voit comment les choses se sont déroulées au Gabon, mais la France ne pouvait pas rester comme ça, tout en sachant que ce qui se passe au Gabon peut influencer le Cameroun, peut influencer le Congo, peut influencer... Surtout vu la situation au Cameroun depuis quelques années. Non, mais effectivement, parce que quand on laisse Endossa gagner, on envoie un message au peuple camerounais en leur disant que c'est possible de se débarrasser de Paul Biya. La France ne peut pas prendre ce risque-là. Si le Gabon arrive à se débarrasser de la famille Bongo après 55 ou 56 ans de règne, donc c'est possible aussi pour Paul Biya au Cameroun. Se débarrasser de la famille Bongo est une chose. Se débarrasser du système France-Afrique en est une autre. Maintenant, ce que je vois là, c'est que les Gabonais sont beaucoup plus motivés à se débarrasser de la famille Bongo. Alors que les enjeux réels sont le fait de se débarrasser de la France-Afrique. Parce que remplacer Bongo par un général de je ne sais pas d'où, pour qu'il rétablisse le même système. Et il ne faut pas oublier aussi, on a dit qu'on a arrêté le fils d'Ali Bongo. Oui. Il ne faut pas oublier qu'à la mort d'Omar, Ali lui-même a été arrêté. Oui. Il faisait partie des 9 fils d'Omar qui ont été poursuivis. À la fin, qu'est-ce qu'on a vu? C'est lui-même qui est devenu président. Donc l'histoire peut se bégayer non loin de ça. Maintenant, le truc est que il faut que nos chefs d'État comprennent qu'on est en face d'une génération qui ne veut plus être dirigée. Et la France a montré ses limites avec une arrogance énorme de Macron qui pense qu'il parle à ses bébés. Les Africains ne sont plus des enfants qu'on doit donner des bonbons et des biscuits. Ce qui se passe est que cette génération... Est-ce que, Cheikh, on doit toujours différer le problème de l'Afrique à la France? Parce qu'on a nos propres tares, on a nos propres mots. Il y a des problèmes qui sont là, qui nous sont internes. Pourquoi à chaque fois qu'on pose le débat, on pointe du doigt la France pour dire que c'est la France qui est toujours là? Est-ce qu'il n'est pas temps que les Africains puissent faire une rétrospection, voir qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Le problème de l'Afrique francophone, c'est la France. Donc les Africains n'ont pas de responsabilité. Non, je ne dis pas ça. Le problème principal, c'est la France. Maintenant, au fond, dans chaque histoire, il y a des responsables. Il faut que les Africains prennent leur part de responsabilité dans ce qui se passe. Quand on parle de changer d'une puissance pour une autre, avec la Russie, mais ce sont des propagandes que mène la France et le bloc occidental. Il faut souligner que la Russie a toujours soutenu l'Afrique depuis la période des indépendances. La Russie ne nous a jamais colonisés. La Russie ne nous a jamais esclavagisés. Et il faut noter aussi, quand on parle que la Russie est là pour lorgner les ressources naturelles africaines, mais c'est parce qu'on ne comprend pas les enjeux. La Russie est l'un des rares pays qui peut vivre en autarcie. La Russie a tout pour elle-même. Donc si elle est là, c'est beaucoup plus pour des enjeux sécuritaires. Le seul géopolitique aussi. Le seul enjeu qu'a la Russie,
c'est l'enjeu sécuritaire. Et la Russie a compris que pour déstabiliser le bloc occidental, il faut que le bloc occidental perde l'Afrique. Parce que c'est la base arrière de l'Afrique. C'est important, cher Ousmane Diallo. Est-ce qu'il y a ça? Que oui pour la souveraineté, oui pour l'autonomie, mais seul entre Africains. Mais pas en nous disant France, merci, Russie, venez, on se donne à toi, demain ce sera la Chine ou un autre. Qu'il est temps que les Africains s'affirment et s'assurent. Non, mais on est tellement d'accord. Il y a juste une incompréhension de mes propos. Je ne dis pas que la Russie est venue en tant qu'amie. Moi, je ne crois pas en cela. En relation internationale, les amitiés n'existent pas. Chaque pays défend ses intérêts. Maintenant, quand je parle que l'enjeu suprême de la Russie, c'est la sécurité, ça ne se joue pas en Afrique. La Russie essaie de se protéger contre le bloc occidental, c'est-à-dire l'OTAN. Quand la Russie attaque l'Ukraine... Et est-ce que ce n'est pas ce conflit-là, bloc qui est là-bas, qui sont en train de téléporter sur terre africaine? Non, mais en fait, quand la Russie attaque l'Ukraine, ce n'est pas des questions de céréales ou de minerais, etc. C'est parce que l'intégration de l'Ukraine au niveau de l'OTAN cause problème en termes sécuritaires. Et l'objectif de cette intervention-là, c'est de récupérer la mer d'Isée. C'est-à-dire qu'il faut forcément couper l'Ukraine contre l'accès de la mer. Il faut que l'Ukraine n'ait pas accès à la mer. C'est l'objectif de l'intervention. Est-ce qu'ils vont l'atteindre ou pas? Ça on va voir. Mais c'est le but cherché. Oui, maintenant, le truc est qu'en Afrique, la Russie a vu en Afrique qu'il peut déstabiliser le bloc occidental. À partir d'Afrique. Oui, quand la France n'est plus aussi... Donc c'est de la géostratégie qui... Oui, quand la France n'est plus aussi forte, le bloc occidental perd un levier. Quand on sait que la Russie finance de manière sécuritaire le Mali, le Burkina, alors que la France refusait de livrer des armes aux Burkinabés et aux Maliens pour qu'ils combattent le terrorisme. Et que la Russie vienne fournir des drones même de dernière qualité, afin que les Maliens et les Burkinabés puissent lutter contre les djihadistes. Ça vise à déstabiliser la France. Et la France est sous tutelle des États-Unis. Quand la Russie déstabilise la France, ce n'est pas uniquement la France. La France qui est visée, mais plutôt les États-Unis. Les États-Unis, parce que toute l'Union européenne est sous tutelle des États-Unis. Toute l'Union européenne. Maintenant, à partir de cela, qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'Africains? On va dire que non, on ne va pas changer une puissance contre une puissance, alors qu'on peut s'allier avec des puissances pour essayer de nous construire. La France, lors de la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas avec la Russie ou les États-Unis. La France s'est alliée aux autres pour se débarrasser de l'Allemagne naziste. La France avait perdu tout son pays. Est-ce que la France devait se dire, oui, nous sommes là pour notre souveraineté, nous allons nous battre tout seuls? Ils n'ont pas dit ça. Ils se sont alliés aux autres et ont invincé Hitler. De la même sorte, il faut que les Africains trouvent des alliances stratégiques de manière respectable aussi. On ne change pas la Russie pour la France, ça je suis d'accord. Mais il faut s'allier avec la Russie de manière stratégique afin de nous doter des moyens pour lutter contre le terrorisme qui est financé par la France. Maintenant, quant à la Russie, au-delà de l'Afrique, quels sont les enjeux? Les enjeux actuels sont que les États-Unis voient l'émergence de la Chine, de la Russie, de l'Inde, etc. Ils ne peuvent pas lutter de manière économique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout avec leurs médias mainstream qui bombardent les gens de fausses informations. Les fake news. Essayant de déstabiliser la Russie. Mais c'est quasi inefficace avec les réseaux sociaux. C'est quasi inefficace. Les jeunes Africains ont compris que le bloc occidental ne fait pas les choses. Le bloc occidental était là depuis les indépendances. Ils nous ont pillés, ils nous ont tués, ils nous ont humiliés. Ce n'est pas avec eux qu'on va changer. On va s'allier avec la Russie pour essayer de construire une Afrique solide. Mais sauf que, il faut que les Africains comprennent qu'on n'a pas besoin de Messie. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous sauver. Et même c'est révolu.
Mais les Messi, ça n'existe pas. L'air des Messi est totalement révolu. Aucun pays, à part la France. Si les Africains pourront se un autre pays qui vient et qui sauve un autre pays, il n'y a que la France. Et c'est cette même France-là qui veut nous aider. Et c'est ce qui fait même la limite de la France. Pour revenir à Askia, vous avez entendu parler. On voit les panafricains, on voit les activistes qui jouent, qui essaient de faire leur job. Mais où sont les intellectuels africains dans tout ça? Qui, eux, savent tout et étaient les mieux placés pour donner les stratégies qu'il nous faut pour rendre faisable ce rendez-vous-là. Les intellectuels africains. Permettez-moi d'abord de passer juste une petite information. La fille de Ali Bongo a félicité le général. Waouh! Ça conforte ou bien ça... son père, la fille NMM d'Ali Bongo. Ça, comment on peut... J'espère que ce que nous pensons la chose soit pas vrai. Mais en tout cas, c'est le système. C'est compliqué. Maintenant, Ali, juste par rapport à l'appel d'Ali, Ali, je pense qu'Ali a perdu ses bongos, raison pour laquelle il appelle aux autres de faire du bruit pour lui. Comme il n'a plus son bongo là, il appelle aux autres faisait du bruit pour lui, que les Africains fassent du bruit pour lui. Mais bon, le rôle des panafricains, moi je pense que les panafricanistes ont fait un travail énorme depuis 2010, etc. Ils ont abattu un travail tenace qui, ce que nous vivons sont les résultats de ce travail-là. La prise de conscience de la jeunesse africaine à travers les réseaux sociaux fait partie des conséquences du travail drastique qu'ont fait les panafricanistes. Quand les gens sensibilisent, moi je me souviens en 2013-2014, quand les gens faisaient les tours dans les écoles pour sensibiliser, quand les gens faisaient les tours dans les universités pour sensibiliser, les gens disaient que vous rêvez. Mais actuellement, ce que nous vivons, c'est autre chose. Il y a, juste pour sensibiliser, il y a des gens qui ont marché 1360 km de Dakar à Bamako pour soutenir le peuple frère malien et vérifier l'intégration. Oui, durant cette marche-là, plus de 307 villages ont été faits. Durant cette marche-là, combien de Maliens, combien de Sénégalais ont été conscientisés par rapport aux enjeux? Mais énormément. Récemment, on a fait plus de 960 km de Bamako à Ouaga. Mais moi, au fil de la marche, moi je me disais, mais waouh, on ne prend pas au sérieux ce qu'on fait parce qu'on le fait avec le cœur. On marche sous le chaud soleil, mais à la fin, quand on rencontre les gens, qu'on leur explique ce qui se passe et on voit l'engouement qu'il y a derrière, on sent qu'il y a un travail qui est fait. Maintenant, il faut capitaliser tout ce travail-là et il faut savoir aussi qu'on est qu'au début. Il n'y a rien qui est gagné d'avance. On nous parle d'Afrique qui est l'avenir, mais l'Afrique est le présent, autant pour moi, des Africains. On ne parle pas de futur, on parle de présent. Il faut que les Africains sachent que il faut qu'on assume les responsabilités maintenant. Et l'Afrique de demain se construit aujourd'hui. L'histoire ne s'écrit qu'au présent. L'histoire ne s'écrit qu'au présent. Et moi, j'ai confiance à cette jeunesse-là. J'ai vu cette jeunesse avec le courage. Vous êtes optimiste? Non, pas aussi que ça, mais c'est clair qu'avec les avancées qu'on a, si on maintient le rythme, le professeur parlait tout à l'heure de 2030, mais bientôt, on va se débarrasser de la France. Maintenant, se débarrasser de la France est une chose. Mais il faut savoir que sans unité, il n'y a pas de salut. Il faut qu'on aille vers une fédération. Sans unité, l'Afrique ne verra pas le salut. Et là, Cheikh Anta Diop l'avait dit depuis longtemps. Lorsqu'on crée la CEDEAO, il a dit qu'ils ont échoué d'avance parce qu'il n'y a pas une intégration des peuples. Et cette intégration-là des peuples, on le voit maintenant. J'ai des frères maliens. Moi, les gens me disent même que je suis plus malien que sénégalais. Tellement ce qui se passe au Mali nous passionne. Et à travers le Mali, toute l'Afrique va se réveiller. Parce que quoi qu'on dise, le Mali est actuellement le porte-étendard de la révolution africaine. Ça, il faut le savoir. Il faut que les Africains s'assument d'être maliens. Le Mali est devenu une vitrine. Ça c'est clair. Quand tu vois les Maliens, mais tu es fier d'être africain en fait. Et ça, il faut que nous comprenions que cette génération-là, comme j'ai l'habitude de le dire, ne va pas rater sa mission. Que Frantz Fanon se réjouisse parce que cette génération-là va marquer le but de la finale. Ce qui est sûr que
il faut que je lance un message, j'en profite pour lancer un message aux frères gabonais aussi. On est de tout cœur avec vous. On vous soutient, on vous encourage. Jamais on a vu une telle détermination de la part du peuple gabonais. Moi, j'ai des frères gabonais, on se parle tout le temps. Mais la détermination que je ressens est nouvelle. Et il faut que ça se maintienne. Il faut de la constance. C'est pas un jeu de changement. Permettez-moi de prendre le docteur Fall. Tout ça qui est irrémédié ne pourrait pas être une solution pour que l'Afrique ne subisse plus des coups d'État comme ça. Peut-être que je vais surprendre les gens, mais moi je ne crois pas à la démocratie. À l'occidental. Oui, quand je parle de... Donc on précise la démocratie à l'occidental. La démocratie occidentalisée. Certes, tu es un vrai panafricain. La réalité est que la démocratie nous a été imposée. Avec ce nouveau concept. Avec le fameux discours de la boule, etc. Mitterrand avec une dictature, a dit au chef d'État il faut aller vers la démocratie. Maintenant, quand on parle du système démocratique, quand un président est élu avec 2 millions de voix, ou parfois moins, dans une population qui fait 25 millions, est-il légitime? Je ne pense pas. Quand dans une démocratie, la représentativité est minime. Quand dans une démocratie, aux États-Unis, qui sont les vitrines de la démocratie, entre guillemets, quand un candidat peut avoir plus de 2 millions de voix face à son adversaire et ne pas être président, est-ce que ça, c'est légitime? Avec les fameux grands électeurs, etc. Qui décident. En fait, on est dans une situation où on nous a mis dans une bulle et il faut réfléchir comme les Occidentaux pour pouvoir exister. On nous a mis dans le mondialisme, soi-disant la mondialisation, etc. Le truc est que nous devons trouver des systèmes qui nous sont propres. L'Afrique précoloniale avait des organisations politiques claires et qui marchaient. Pourquoi pas s'en inspirer? Cheikh Anta Diop a fait un travail énorme dans son ouvrage Afrique noire précoloniale et l'histoire, une unité culturelle africaine. Pour en terminer avec les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral. Ce qui veut dire que le truc est que moi, au mois de janvier, j'ai fait le royaume d'Oussouye. J'ai vu une organisation sociopolitique extraordinaire qui répond aux besoins des populations. Pourquoi pas s'en inspirer, construire quelque chose à grande échelle et essayer de voir plus grand. Au lieu d'être là à dire oui, la démocratie. Est-ce qu'en Chine, il y a une démocratie? Non. La Chine évolue ou pas? Ça évolue. En Russie, y a-t-il une démocratie? Non. Le truc est que il faut qu'on sorte du jargon occidental. Les intellectuels là. Définir nos propres règles. Quand tu es dans un jeu et que ton adversaire, c'est lui qui a créé le jeu, c'est lui qui définit les jeux et peut changer les règles en cours de jeu. Mais tu ne peux pas être vainqueur. Effectivement. Tu ne peux pas être vainqueur. Le truc est que on avait des monarchies constitutionnelles qui ont marché. J'avoue que ça ne peut pas correspondre par rapport au contexte actuel. Mais pourquoi pas s'en inspirer? Parce que ici, quand tu es élu président, tu es un roi. Tu as tous les pouvoirs, tu décides de tout. On a quelqu'un dans ce pays-là qui, selon ses bons vouloirs, c'est les régimes présidentiels. Non, mais c'est en fait, tous les pouvoirs. On a pris la constitution de la 4e République, de la 5e République de Gaulle, qui, par rapport à un contexte français, voulait les pleins pouvoirs pour pouvoir exercer, ce qui ne correspond pas à nos réalités. L'idée est que nous, Africains, nous avons nos traditions, nous avons nos réalités, nous avons notre culture. Et qu'importe le modèle, sans prendre en considération nos réalités socio-culturelles, c'est voué à l'échec. Maintenant, aux jeunes Africains de réfléchir et de se battre pour mettre en place un système d'Africains qui va nous aider à aller de l'avant. Et tout à l'heure, vous avez souligné, par rapport juste une petite divagation, vous avez souligné la force militaire de la CEDEAO. Pourquoi pas une force militaire de l'Union africaine? En réalité, la force militaire de la CEDEAO,
c'est une force de l'Union africaine. Parce qu'à la création de l'UA, les chefs d'État se sont dit qu'il nous fallait une force militaire pour pouvoir intervenir partout. Mais pouvoir la constituer posait problème. Donc l'UA a chargé aux organisations sous-régionales, comme la CEDEAO, etc., de construire des forces militaires dormantes pour, en cas de besoin, qu'ils puissent l'activer et qu'elles interviennent. Sauf qu'on a vu que les chefs africains sont dans un syndicalisme. Ils sont préoccupés par les besoins des populations. Pas les besoins réels qu'il faut. Du débat. J'en profite pour lancer juste un message à tous les frères africains pour leur dire que on est dans une phase décisive et on voit l'engagement et la détermination. Il faut surtout s'informer et se former, histoire d'être dans la logique et à la hauteur des enjeux. Vous me le permettez encore, c'est juste pour faire une petite publicité au Festival international panafricain de Nguekokh, qui va se dérouler cette année avec GIF Africa. Avec GIF Afrique. Au-delà de GIF Afrique, il y a toutes les organisations panafricaines qui sont derrière. Maintenant, c'est devenu un événement africain. Voilà, c'est un événement africain et il faut que tous les panafricanistes y participent, au-delà de l'aspect financier, mais de l'aspect physique. Il faut qu'ils se déplacent pour qu'on ait des débats sérieux par rapport à des questions d'actualité et par rapport à des questions d'enjeux africains. Et rien que cela, je ne vais pas terminer sans pour autant remercier Lorraine Mbumbu, une compatriote africaine du Gabon, qui ces derniers temps m'a beaucoup aidé par rapport à la situation et au contexte gabonais. Et merci à tout le monde, merci aussi à vous pour l'invitation et aux frères et camarades. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincons. Merci beaucoup, cher.